elle m'a dit oui, la prof, elle t'a dit que t'allais le rattraper, etc. Ça se fait pas tous les jours. Mais arrêtez, non. Bonjour monsieur, mon père. Bonjour Théo. Vous me connaissez? Oui. Et je me présente, je suis Don Gabriel. Je suis un moine chartreux. Chartreux? Comme cette école. Précisément cette école dont les murs vivent d'un long passé. Sais-tu pourquoi elle s'appelle l'Institution des Chartreux? Non, pas trop. Alors je vais t'inviter à un fabuleux voyage qui va commencer au Moyen-Âge. Ici s'étendait un vaste domaine qui s'appelait la Giroflée. Alors imagine une grande propriété agricole, un bâtiment que jouxtait une auberge d'assez mauvaise réputation. Et Théo, en 1584, un groupe de moines de la Grande Chartreuse de Grenoble décide de s'installer ici, achète le bâtiment et transforme le lieu de plaisir en lieu de prière. Et c'est ainsi qu'est née la Chartreuse du Lys Saint-Esprit. C'est un joli nom. Oui, c'est un hommage à l'ordre de chevalerie que crée à peu près à la même époque le roi Henri III. Bonjour mon père. Il ne t'entend pas, c'est un souvenir. Les murs en sont pleins ici, les pierres se souviennent. Mais néanmoins, je te propose que nous le suivions. Ici, c'était l'ancienne hôtellerie. Alors, ce n'est pas la fonction des Chartreuses d'accueillir, mais celle-ci faisait exception. On l'appelait d'ailleurs la Chartreuse des passants. Il fallait bien trouver un lieu d'étape pour les prieurs des différents monastères qui se rendaient tous les ans au chapitre général de la Grande Chartreuse, près de Grenoble. Auparavant, il logeait rue Mercière, dans le centre. C'était moins calme. Donc ce moine ne vivait pas ici. Non, lui, c'est le prieur de la Chartreuse de Fontenay-les-Beaunes. Il prie ici, dans cette chapelle, qui est réservée aux pères de passage. Et aucun moine ne vivait ici tout le temps. Si, il y avait une communauté de permanents. J'en faisais partie. Et nous avions notre propre maison. Et je te propose maintenant d'aller à leur rencontre. Ici, Théo, nous sommes dans le cloître des pères du Lys Saint-Esprit. Ceux qui avaient fondé la Chartreuse. Exactement. Alors, ils ont commencé ici en construisant des cabanes rudimentaires, puis des cellules humbles. Mais pour louer Dieu, ils avaient une ambition beaucoup plus haute. Viens voir la magnifique église qu'ils ont commencé à construire dès leur arrivée. Ah, mais c'est l'église Saint-Bruno. Presque, parce que pendant 160 ans, cette église s'est résumée à son cœur. On l'appelait d'ailleurs Notre-Dame des Anges. Mais c'est vous là, je vous reconnais. Oui, j'étais le prieur à l'époque. Mais pourquoi votre communauté n'est plus là aujourd'hui? Nous sommes restés jusqu'en 1791. Ah oui, jusqu'à la Révolution. Oui, il ne faisait pas bon être moine à l'époque. Les ordres monastiques, comme les congrégations, ont été interdits et cette chartreuse a été vendue aux enchères. Il fallut partir, se disperser, se cacher, dont Étienne Ballet, qui avait refusé de prêter le serment constitutionnel, a été exécuté le 5 avril 1794, place des Terreaux. Ah, il est temps, Théo, que tu découvres comment ce lieu de prière est devenu un lieu d'enseignement. Et je te propose d'accompagner ce personnage. Il a l'air important, habillé en rouge. Et cette ombrelle, c'est drôle. C'est un évêque? C'est même un cardinal. Le cardinal Fesch, il était de stricte étiquette pour les membres du Sacré Collège de disposer d'une ombrelle. Et lui, il aimait l'étiquette.
C'est un grand personnage de l'histoire de ton école. Il a eu 1000 vies. Oncle de Napoléon, diplomate, homme d'affaires et archevêque de Lyon. Quand le monastère a été vendu comme bien national, il a peu à peu racheté les parcelles du domaine des Chartreux qui avaient été divisées pendant la Révolution. Tout ça pour y habiter tout seul. Oui, enfin, à ses débuts, l'ancien archevêché avait été lui aussi vendu. Il logeait dans une maison étroite, alors il a préféré déployer ses œuvres d'art, ses trésors de guerre, dans cet endroit, et pour lequel il avait un autre projet. Écoutons-le écrire à son vicaire. Cher Père Courbon, mon projet est vaste. Une grande maison de mission d'études et d'enseignement pour prêtres, avec un séminaire ou noviciat. Il nous faut donc la maison carrée, mais également tout le cloître et les dépendances. J'ai beaucoup de courage. Ayez-en autant et allez de l'avant. Je compte sur vous. Le cardinal Fesch avait le projet de reconstruire son diocèse de Lyon après les troubles de la Révolution. Il institue ici une communauté de prêtres qui existe encore aujourd'hui, les prêtres de Saint-Irénée. Les Chartreux doivent beaucoup au cardinal. Mais ce n'est pas lui qui crée ton école. Mais en 1820, c'est l'initiative d'un jeune prêtre de la congrégation de Saint-Irénée qui s'appelle le Père Pousset. Il était petit? Pardon? Le petit Pousset. Je vais te le présenter. Bonjour les enfants. Allez, on monte. Regarde, il se tient dans l'escalier. En 1823, il était curé de Saint-Bruno déjà, et en 1825, il fonde l'école cléricale de Jésus adolescent. 1825. C'est pour ça qu'on fête le bicentenaire cette année? Exactement. Enfin, on peut considérer cette école comme l'embryon de l'institution des Chartreux. Qu'est-ce qu'on entend? Ça y est, nous sommes plus tard, 1834. Les ouvriers canuts qui travaillent sur leur métier, à domicile, là, à la Croix-Rousse, ils sont en train de se soulever. Viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Que veut-il? Les canuts se sont révoltés contre leurs conditions de travail. Et l'armée a été appelée pour les réprimer, mais elle peine à maintenir l'ordre. Et les Chartreux ont été réquisitionnés comme caserne militaire. Un monastère transformé en caserne? Et alors des officiers se tenaient là, sur la terrasse, et l'un d'entre eux a reçu une balle en pleine tête. Alors le général Fleury a ordonné qu'on brûle toutes les maisons alentours avec leurs ateliers, et la maison Brunet était sur le point d'être bombardée. Écoutez-moi! C'est une cruauté que vous allez commettre. Il y a plus de 400 personnes dans cette maison. Ce sont mes paroissiens, je les connais. Je suis certain qu'aucun d'eux n'est coupable. Faut-il qu'ils soient victimes pour des innocents venus les compromettre? Vous venez demander grâce pour nos assassins? Non, je vous le proteste. Les gens qui habitent cette maison ne sont pour rien dans l'attaque. Parce que c'est vous, monsieur le curé, nous allons suspendre le feu. Faites-leur dire que si on tire encore sur nous, ils seront châtiés sans merci. Il les a sauvés? Oui, et la maison Brunet a été sauvegardée, elle est encore debout. On la nomme la citadelle du peuple. Ça fait drôle de penser qu'il y avait des soldats ici. Ça s'est produit beaucoup de fois. Par exemple, pendant la guerre franco-prussienne, en 1870, près de 1000 soldats ont été logés ici. Ah oui, on a parlé de cette guerre en cours. C'est là que la Vierge de Fourvière a protégé Lyon de l'invasion des Prussiens, que la basilique a été construite en mémoire du miracle, et que depuis, on fait chaque année la fête des Lumières le 8 décembre. Ah oui, mais c'est parfaitement exact. Mais enfin, si tu veux bien, revenons-en au Canut. La cohabitation forcée avec les soldats pendant la révolte des Canuts, elle a eu un effet important sur le développement de l'école. Tu vois la maison des missionnaires, l'ancienne hôtellerie. Les prêtres de Saint-Irénée ont dû la quitter pour aller s'entasser dans la cure. Mais la communauté de religieuses qui louaient ce bâtiment a dû, elle, déménager parce que les soldats faisaient trop de bruit. Alors, les pères ont pu récupérer les lieux et s'y installer. Ah, des jardins. Voilà le fameux bâtiment dont je vous parlais. Après 7 ans d'occupation, l'armée est enfin partie. Alors nous avons pu regagner nos quartiers d'origine là-bas. Donc ce bâtiment est désormais vide.
Et à mon avis, avec le loyer payé par l'armée, nous allons pouvoir investir. Que d'opportunités pour votre chère école. Qui étaient ces hommes? Alors lui, c'était Tony Desjardins, un architecte talentueux. Et il parlait avec le père Ivrier. Le père Ivrier est devenu directeur à la place du père Pousset en 1836. Il faut dire que l'école du père Pousset, elle était cantonnée dans une seule salle de classe. Elle avait presque une fonction anecdotique parmi les nombreuses missions des prêtres de Saint-Irénée. Le père Ivrier, lui, tenait beaucoup à la fonction éducative. Il a changé le nom de l'école de Jésus adolescent en Maison d'éducation des Chartreux. On dit parfois que le véritable fondateur, c'est lui. Il a eu plein de projets qu'il a menés à bien. Enfin, il faut dire qu'il est resté 54 ans à la tête de l'établissement. Oui, c'est encore plus que le père Plessis. On a une salle ici qui s'appelle la salle Ivrier, et sa statue dans le parloir. Il voulait toujours de l'espace supplémentaire. Et à chaque gain d'espace, il affectait une ambition nouvelle et il a fallu encore agrandir les murs. Et en cet endroit, j'ai imaginé que nous pourrions adjointer 2 ailes de part et d'autre. Et un étage supplémentaire. Ajoutons 2 étages. Les demandes d'inscription ne cessent d'affluer. Il nous faut voir grand dès maintenant. Désormais, 2 missions coexistent ici. La prédication et l'éducation, reliées par la coupole de l'église en trait d'union. Et dans cette cour, j'ai imaginé aussi que nous pourrions ajouter des colonnes et l'orner d'un balcon. Très bien, très bonne idée. Et surtout, n'oubliez pas une statue de la Vierge au sommet pour veiller sur nos Eh ben élèves. justement, voyez ce dessin. Je l'ai imaginé portant entre ses mains votre école. Oh là là. Tout va si vite depuis que nous avons pu obtenir le plein d'exercice cette année. Le plein exercice? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la reconnaissance officielle de l'enseignement donné ici. C'est en quelque sorte un feu vert que permet l'État et le développement de l'école en est facilité. Je te propose de descendre sous ce bâtiment. Tu verras combien l'histoire n'a pas cessé de remanier la fonction de chaque endroit. Tu vois, Théo, ici, c'est développement et aménagement permanent. Et cette salle en est un bon exemple. C'est la plus ancienne de l'endroit et elle a connu jusqu'à 6 fonctions. Oh, de la paille dans le CDI? Ben oui, parce que au Moyen-Âge, avant que les moines ne s'installent, cette pièce, elle était rattachée à une étable. Les pères chartreux en ont ensuite fait leur cellier. Regarde là-haut maintenant. Lorsque le bâtiment loué par les sœurs a pu être racheté par les prêtres de Saint-Irénée, le père Ivrier a décidé de faire ici la chapelle de l'école. Oui, mais rapidement, le nombre d'élèves croissant, il fallait un grand réfectoire. Lorsque, en 1859, la décision fut prise de construire la grande chapelle que tu connais aujourd'hui, l'intention initiale était de récupérer cette salle. Puis, c'est devenu une salle d'études au début du XXe siècle. Ah, il y avait des filles? Oui, à partir des années 70. Aujourd'hui, ici c'est le CDI. Depuis les années 80. Ah, mais c'est moi! Oui, c'est un souvenir de l'année dernière. Tu préparais ton exposé sur Pierre et Marie Curie. Ah oui, je m'en souviens. Tu l'as pas trop mal réussi. Maintenant, tu fais partie de l'histoire de l'institution et tu l'as construit en la vivant. Voyez-vous, Desjardins, cette chapelle doit être le cœur de l'institution. Elle doit être à la fois majestueuse et à l'image de l'esprit de famille de l'institution. Dans ce cas, que pensez-vous d'une nef unique, fusionnant avec le chœur pour un seul et même espace de prière? Sans transept, ni barrière de communion, un seul chœur pour un seul corps, avec des stades tout autour pour que les professeurs entourent les élèves. Écoutez, c'était une excellente idée. Et pour l'ornementation, je veux les meilleurs sans compromis. Solliciter les plus éminents peintres, graveurs, tailleurs de pierre, orfèvres, maîtres verriers. Nous ne disposons pas des fonds nécessaires pour cela. Écoutez, on s'arrangera. Dieu pourvoit toujours. Il voyait grand, le père Ivrier. Oui, il pensait que la formation passait par la beauté. Mais tu l'as compris, son ambition était coûteuse. Au bout de 54 ans de direction des Chartreux, Sa communauté, inquiète des finances, lui a demandé de laisser la place. Pourtant, les dettes qu'il avait contractées allaient sauver plus tard les Chartreux, mais je te raconterai cela le moment venu.
C'est encore le père Évrier, en plus âgé. Elle est belle, sa chasuble. Cette chasuble, qui est conservée au Chartreux, lui a été offerte par les anciens élèves à l'occasion de ses 50 ans de sacerdoce, ses noces d'or. La messe a été célébrée en rite lyonnais. C'est un des privilèges du diocèse de Lyon que de pouvoir disposer de sa liturgie propre. La messe a été suivie d'un déjeuner, pendant lequel le président de la Société amicale des anciens élèves a prononcé un discours où il a bien expliqué quel état d'esprit avait insufflé à l'école le père Évrier. Tous, nous portons plus ou moins vive cette empreinte de l'éducation catholique et libérale que nous avons reçue de vous, qui élève les hommes pour les faire vivre avec leur temps, pour leur faire aimer le présent, tout en respectant le passé. Tous ces blessés, ces infirmières, c'est la guerre de 14. Oui, la guerre a beaucoup touché ton école. Les professeurs ont été nombreux à être mobilisés jusqu'au front et les prêtres de la communauté qui restaient se sont démenés comme ils pouvaient pour maintenir l'enseignement aux quelques 200 internes. Aujourd'hui, on est 4800. Surtout, les Chartreux ont été transformés en hôpital militaire. Ça devait être bizarre pour des élèves d'avoir des blessés dans l'école. Oui, ça rendait la réalité de la guerre plus réelle. Viens voir maintenant le monument aux morts. Il a été dressé en 1921 et il commémore le souvenir des morts pendant la guerre de 70, c'est assez rare, pendant la Grande Guerre, et puis aussi pendant la guerre de 39-45, tu noteras nombre d'anciens élèves ou de professeurs morts en déportation. Les frères Montel, ils étaient 3. Ils ont disparu en l'espace d'1 mois. Tu as appris en cours la loi de 1905. C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui, bravo. Les bâtiments religieux étaient confisqués. Et ceux-ci auraient dû l'être comme les autres. Mais ce ne fut pas le cas. Vous m'aviez dit que c'était grâce aux dettes du père Évrier, c'est ça? Comment ça se fait? Bah, t'as une mémoire de comptable. Hein. Oui, c'est ça. Le brave père Évrier, il avait contracté un emprunt de 200 000 francs en 1864, un emprunt de 50 ans, une somme colossale. Et l'emprunt était hypothéqué sur le bâtiment. Comme au Monopoly. Mais du coup, si l'État reprenait les bâtiments, il reprenait aussi la dette liée au domaine. Le département du Rhône a donc laissé les choses en l'état jusqu'à la fin de l'emprunt en 1914. Et la guerre a prolongé le statu quo. Finalement, d'anciens élèves ont réuni la somme nécessaire. Ils ont constitué une société immobilière pour racheter les bâtiments aux enchères à la ville de Lyon. Mais c'est génial. Oui, on peut les remercier. La chapelle a été bonne à ceux qui l'avaient faite belle. Et Dieu semble avoir voulu récompenser la confiance têtue du père Évrier. Qui est cet homme? Il n'a pas l'air en forme. Certes non, c'est le chanoine Rivoire, le supérieur de l'institution. Il a aussi été aumônier militaire pendant la Grande Guerre. Alors il n'est pas sorti en forme de cette période de trouble et d'incertitude sur le futur. Et quand l'avenir de l'école a été assuré après le sauvetage, il a préféré démissionner. L'avenir de l'école, oui, mais les bâtiments, eux aussi, étaient en fort mauvais état. Aucun travail n'avait été entrepris depuis une vingtaine d'années. Il y avait des fuites d'eau, et puis il y avait des chutes de pierres. Et alors, quand un jour, le bras de la statue de la Vierge est tombé, ça a été comme un signe. Mais l'association des anciens élèves a de nouveau été sollicitée. Elle a rassemblé des fonds pour assurer le sauvetage, et on a pu fêter tout ça à l'occasion du premier centenaire de l'institution en 1925. Qui est-ce? Pour toi, ce serait l'équivalent d'un étudiant en classe préparatoire. Tu as vu comment ils étaient élégants à l'époque, même pour étudier. Alors l'idée du cardinal Fesch, dès le départ, c'était de créer des classes supérieures. Ça n'a pu se réaliser qu'en 1871, avec une école des hautes études qui préparait les prêtres étudiants au grade universitaire, en émulation avec l'université, pas en rivalité. Et c'est à cette occasion qu'a été constituée cette bibliothèque. Il y a tellement de livres. Oui, puis ils ont été choisis à dessein par les prêtres éducateurs.
Ces livres illustrent bien l'état d'esprit qui était le leur, l'attention, l'ouverture au monde. Il y a beaucoup d'ouvrages anti-catholiques, il y a pas mal de livres de l'époque des Lumières, et il y a l'édition originale de l'encyclopédie. Malheureusement, l'école des hautes études a fermé au bout de 20 ans, par manque d'élèves. Pourtant, il y a encore des prépas aujourd'hui. Oui, les prépas ont ouvert, ou rouvert, si tu préfères, en 1971. On dit qu'elle compte parmi les meilleures de France. Tu as déjà été déjeuner ici, Théo? Oui, c'est super bon. Je suis déjà venu avec mes parents. J'ai hâte d'être au lycée pour y aller plus souvent. Parce que le bistrot a été créé par les Chartreux pour les plus grands élèves en 2017. C'est drôle de penser qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà une auberge ici. Ah oui, avant l'arrivée des moines. Dans les années suivantes, l'école a continué à se déployer, s'adaptant au changement des époques, Théo, et elle a passé des seuils. 600 élèves en 1980, il y a 20 ans 2500, et aujourd'hui 4800. Et elle s'est déployée dans 9 sites, et voici le dernier né d'entre eux, qui s'appelle Supalta, qui accueille des BTS. Comptabilité, gestion, informatique, cybersécurité, les filières sont nombreuses. Pour un moine des temps anciens, vous êtes drôlement à la page. Depuis 200 ans que je suis l'histoire de ton école. Et ce n'est pas anodin que ce site ait été choisi, parce que, vois-tu, il est le prolongement de notre ancien cloître. Pourquoi il n'y a plus personne? Nous sommes le lundi 16 mars 2020, et il est 7h50 du matin. À cette heure-ci, d'habitude, le couloir est plein à craquer. Tout le monde rentre en classe. Ah, c'est pendant le confinement. Oui, l'école est restée fermée pendant 57 jours. C'est la première fois depuis sa création. Jusque-là, même pendant les guerres, l'ingéniosité, la volonté de tous l'avaient maintenue ouverte. Alors tu imagines la joie que ce fut quand les élèves sont revenus. Tout au long de son histoire, ton école a fait perdurer un certain héritage de notre communauté monastique. Tu saurais dire ce qui est resté? Je ne sais pas. On prie quand même plus comme vous. Et puis on n'est pas en silence, heureusement. T'aurais eu quelques difficultés, en effet. Mais un certain état d'esprit demeure. Le goût de l'étude, la recherche de la vérité, et puis la présence de Dieu. C'est vrai. Dernière chose, regarde, les Chartreux s'étaient installés au-dessus de la ville, sur une colline, comme pour la protéger de leurs prières. Nous étions à la fois coupés du monde et à son service. Aujourd'hui, les Chartreux ne sont plus coupés du monde. Non, bien sûr. Avoir toujours un pas de côté, quand même, comme pour se protéger de son tumulte. Et mieux, du coup, se préparer à le servir, l'écart, l'ouverture. Donc, Gabriel, Père, nous avons fait un beau voyage dans le passé. N'est-ce pas, Théo? J'ai vu apparaître tout ce qui s'est passé ici dans le passé. alors tu as dû voir que beaucoup de choses ont changé. L'histoire de notre école est faite de ruptures et de continuité au gré des réformes, des révolutions, des régimes et des lois. J'apprécie que les Chartreux soient restés un lieu de savoir et de culture. Tu vois, Théo, découvrir notre histoire permet de comprendre ce que l'on veut transmettre ici et ce qu'est l'enseignement catholique. Nous ne sommes pas là pour former une élite chrétienne recluse, cultivant l'entre-soi, mais pour apporter une éducation transmettant l'espérance du Christ, le service aux autres et l'amour de son prochain. Et tu sais, Théo, toi et tes amis, vous continuez d'écrire l'histoire de ces murs. Avec vos rires, vos apprentissages, vos espérances. Et vous continuez de veiller sur nous? Allez, il est temps de revenir dans le présent, tu vas finir par être en retard en cours.